À l'anniversaire de mon frère, je suis arrivé avec un cadeau. Ma mère m'a vu et a dit fort, « Oh, tu n'étais pas sur la liste des invités. Ça doit être une erreur. » Tout le monde s'est retourné. J'ai juste posé le cadeau sur le comptoir et je suis parti. Sur le parking, j'ai cliqué sur « Envoyer » pour la vidéo que j'avais gardée pendant 2 ans. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Ma mère m'a appelé 9 fois, et mon père a envoyé un dernier texto, « S'il te plaît, supprime-la. Il faut qu'on parle. » Sans hésiter, Ce que je regrettais le plus, ce n'était même pas d'être entré à cette fête. C'était d'avoir réellement essayé, d'avoir passé des heures à traquer ce cadeau. Plusieurs centaines de dollars pour un maillot authentifié et signé de l'équipe dont Travis était obsédé depuis notre enfance. Ce n'était pas non plus une commande Amazon de dernière minute. J'ai tiré des ficelles, utilisé un contact à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai même payé un supplément pour une livraison express afin qu'il arrive à temps. Je l'ai emballé moi-même ce matin-là. Pas de carte, juste une boîte propre et un pli parfait sur le papier. Stupide. J'aurais dû m'en douter. Je n'avais pas parlé à mon frère depuis l'histoire du prêt immobilier. Lui et sa petite amie voulaient acheter un appartement. Enfin, techniquement un condo, mais il n'était pas admissible seul. Alors, ils m'ont demandé de cautionner, pas de prêter, cautionner. Lier mon nom et mon crédit à leurs problèmes. Quand j'ai dit non, ils ont tous les deux pété les plombs. C'est devenu une dispute, et c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 mois. Ils vivaient chez mes parents depuis. Et à entendre ma mère parler, on aurait dit que je les avais mis à la porte d'un refuge. Elle agissait comme si j'avais ruiné leur vie. Peu importe les 2200 $ que j'ai donnés à mon père l'année dernière et que je lui ai dit de ne pas rembourser, ou les fois où je les ai sortis du pétrin quand le chauffe-eau est tombé en panne, ou l'épicerie que j'ai payée, la facture d'électricité, les 1000 petites choses dont il ne semble pas se souvenir. Tout est effacé à la seconde où j'ai dit « Désolé, je ne peux pas aider cette fois. » Mais malgré tout ça, je me suis présenté. Je ne sais même pas pourquoi. J'imagine que je pensais que c'était la bonne chose à faire, la famille et tout ça. Mon père m'a envoyé l'adresse par texto, a dit que Travis ne verrait pas d'inconvénient à ce que je passe. Pas tu es invité, juste tu peux passer. Alors, je me suis garé quelques maisons plus loin et j'ai marché, tenant ce cadeau comme s'il signifiait vraiment quelque chose. L'endroit était bondé, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde souriait, buvait, la musique était forte. On aurait dit une célébration. Mon frère au milieu de tout ça, riant avec une bière à la main. J'ai fait un pas à l'intérieur, et c'est là que c'est arrivé. Ma mère m'a vu, m'a regardé droit dans les yeux de l'autre bout de la pièce, et l'a dit plus fort que nécessaire, « Oh, tu n'étais pas sur la liste des invités. Ça doit être une erreur. » Le silence qui a suivi n'a pas duré longtemps. Peut-être 3 secondes, mais cela a semblé durer 1 minute entière. Tout le monde s'est retourné. Certaines personnes ont ri maladroitement. Travis a souri d'un air narquois. Quelques-uns ont juste regardé, confus. Je n'ai rien dit. J'ai marché dans la cuisine, j'ai posé le cadeau à côté du gâteau, et je suis sorti par la porte d'entrée. Et c'est à ce moment précis que la décision s'est ancrée. Pas de regret, pas de culpabilité. Pas cette fois. La vengeance allait se produire. Je n'allais plus être celui qui se tait. De retour dans la voiture, j'ai ouvert le dossier du cloud. Il était là, intact depuis le jour où je l'avais enregistré. Une vidéo de 37 secondes envoyée il y a 2 ans par l'ancien colocataire de Travis. Un soir, le type s'est saoulé et a commencé à se défouler, m'a dit qu'il avait des choses à dire sur mon frère. Je ne l'ai pas demandé, mais il l'a envoyé quand même. Et là, il y avait Travis, à moitié nu sur un canapé, en train d'embrasser une fille qui n'était pas sa femme. C'était granuleux, mais assez clair. Ce n'était pas récent, mais ce n'était pas non plus assez vieux pour être innocent. Je n'ai jamais rien dit. Je ne l'ai jamais montré à personne, jusqu'à maintenant. Je l'ai téléchargé sur un lien privé. Pas de hashtag, pas de commentaire, juste une ligne, pour mon frère, joyeux anniversaire. Puis j'ai envoyé le lien directement à sa femme par texto. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. 3 appels manqués de ma mère, 2 de Travis, puis un autre, et encore un autre. Papa a appelé une fois, puis a envoyé un message, « S'il te plaît, supprime-la. Il faut qu'on parle. » Et puis,
De la part de la femme de Travis, il faut qu'on parle maintenant. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste regardé les messages affluer. Il pensait qu'il pouvait continuer à me donner des coups de pied sans jamais en recevoir en retour. Comme si tout ce que je faisais pour eux ne coûtait rien. Que je serais toujours celui qui se présente, sourit et avale. Plus maintenant. Ce n'était que le début. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai juste continué à rouler en dépassant les quartiers que je connaissais, sur des routes que je n'avais pas empruntées depuis des années. Fenêtre baissée, moteur ronronnant, pas de musique. J'avais besoin de silence. Mon téléphone vibrait presque constamment sur le siège passager, l'écran s'allumant sans cesse jusqu'à ce que je finisse par l'éteindre. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas qu'il soit en colère. C'est la rapidité avec laquelle l'interrupteur est passé du silence suffisant à l'intérieur de cette maison à la panique totale dès qu'ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Ils avaient l'habitude que je sois celui qui reste silencieux, celui qui pardonne toujours. Je pouvais sentir le changement arriver, et c'était bon. Vers 23h30, je me suis retrouvé dans un restaurant bon marché dont je me souvenais depuis des années. Toujours ouvert 24 heures sur 24. J'ai commandé un café, mais il est resté là sans que j'y touche. Je n'arrêtais pas de repasser en boucle le moment dans la cuisine, ma main posant le cadeau à côté du gâteau, mon dos tourné alors que toute la pièce regardait. Il pensait s'en être tiré une fois de plus, qu'il pouvait m'humilier pour le plaisir et que je l'accepterais. Il ne savait pas ce que j'avais en réserve. À 1h22 du matin, je me suis connecté au Wi-Fi du restaurant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié le lien privé. Le nombre de vues avait dépassé 180. Je ne l'avais pas rendu public, je l'avais seulement envoyé directement à Emily, mais il était clair que quelqu'un d'autre l'avait partagé. Que ce soit elle ou quelqu'un à qui elle l'a montré, je m'en fichais. Il avait fait ce que je voulais. Le secret n'était plus un secret. Quelques minutes plus tard, un email est arrivé sur mon compte professionnel, tu as brisé ma famille. J'espère que ça en valait la peine. Pas de salutation, pas de nom, mais je savais que c'était elle. Emily, la femme de Travis, la seule personne de toute notre famille qui ait jamais été vraiment correcte avec moi. J'ai regardé sa phrase pendant longtemps, assez longtemps pour que le café refroidisse. Je ne savais pas ce que je devais ressentir, mais je ne le regrettais pas. Elle méritait la vérité. Travis ne la méritait pas. Jamais. 3 heures ont passé. J'ai conduit à nouveau. Cette fois, je ne suis pas allé loin, juste en ville. Au moment où je suis revenu à mon appartement vers 4h30 du matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 17 appels manqués. 8 de Travis, 4 de maman, 3 de papa, 2 inconnus, des messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Mais il y avait un message qui m'a fait faire une pause. De la part d'Emily, je me suis toujours posé la question. Il disait que j'étais paranoïaque. Il me faisait sentir folle. Je l'ai regardé pendant un moment avant qu'un autre n'arrive, je suis parti. Je suis chez ma sœur. Pas de colère, pas de drame, juste les conséquences silencieuses de quelqu'un dont la vie venait de se briser net en deux. Puis est arrivé un texto de papa, tu vas arranger ça. C'est tout. Pas de est-ce que tu vas bien? Pas de que s'est-il passé? Juste un ordre. Comme si c'était moi qui avais tout ruiné, comme si je n'avais pas sorti cette famille de la misère pendant des années pendant qu'il me donnait des coups de pied dans les côtes. Je l'ai appelé. Il a répondu à la première sonnerie. La voix à l'autre bout du fil ne semblait pas ébranlée. Elle était froide. C'était une blague, a-t-il dit. Tu es en train de faire exploser ta propre famille pour rien. Je n'ai même pas répondu à ça. Il a continué. Elle est émotive. Elle va s'en remettre. Supprime-la. Maintenant, ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Je lui ai dit que je ne supprimerai rien. Il est resté silencieux pendant une seconde. Puis il a dit quelque chose qui m'a marqué de la pire des manières, tu as toujours été le plus prudent, le plus silencieux. Maintenant, tu veux agir comme un héros. Il n'a pas compris. Aucun d'eux n'a compris. Il ne s'agissait pas d'être un héros. Il s'agissait de se lever enfin alors qu'ils étaient encore en train de donner des coups de pied. Il a raccroché après que je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma boîte de réception s'est rallumée. Cette fois, ce n'était pas d'Emily. C'était de Travis. Juste une ligne, tu vas le regretter. C'est là que j'ai souri parce que maintenant, pour une fois,
c'était lui qui avait peur. Je n'ai pas répondu au texto de Travis. Je n'avais pas besoin de le faire. Au moment où je suis parti travailler le lundi matin, la moitié de sa vie avait déjà commencé à s'effondrer. Emily ne l'avait pas seulement quitté. Elle a pris ses affaires et a envoyé une photo des tiroirs vides. Une photo de la bague sur le comptoir. Pas de mots, juste la photo. Et d'après ce que j'avais entendu par l'intermédiaire d'un ami commun, elle ne reviendrait pas. Mais je connaissais Travis, il n'était pas du genre à s'allonger et à encaisser le coup. Il allait riposter. Ça a commencé petit. Cette semaine-là, ma mère a envoyé un texto de groupe à notre famille élargie. Quelque chose de vague et de dramatique, veuillez prier pour notre famille pendant cette période difficile. Quelques cousins ont pris contact, confus. Je les ai ignorés. Puis l'un d'eux, Danny, m'a appelé directement. J'ai décroché. Il a dit, ma mère a dit à tout le monde que j'avais fait une dépression, que j'étais instable, que je me déchaînais parce que j'étais amère et seule. Elle leur a dit qu'Emily avait quitté Travis à cause de violences émotionnelles, et que j'avais déformé de vieilles images pour faire croire qu'il avait trompé. J'ai éclaté de rire quand j'ai entendu ça, violence émotionnelle, de la part d'Emily. Elle ne crierait pas sur quelqu'un s'il lui volait sa voiture. C'est là que j'ai su que ce n'était pas fini. Ils n'allaient pas s'excuser. Ils allaient détruire mon nom pour sauver le sien. Puis sont arrivés les appels bizarres au travail. Un d'un numéro anonyme demandant si notre entreprise effectue des vérifications des antécédents sur le comportement Internet de ses employés. Un autre prétendait que j'avais envoyé du contenu inapproprié à une femme mariée. Les RH se sont impliqués. J'ai dû m'asseoir dans une petite salle de conférence en expliquant que quelqu'un de ma vie personnelle essayait de me salir. Heureusement, ils m'ont cru, mais l'avertissement était clair. Cela empiétait sur un territoire qui pouvait nuire à ma carrière. Alors, j'ai intensifié. J'ai envoyé un autre message à Emily. Pas une autre vidéo, juste une capture d'écran. Le profil Tinder de Travis. Toujours actif, toujours en correspondance, toujours en train de swiper. Elle a répondu instantanément. J'ai aussi fait une capture d'écran. Merci. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle après ça, mais je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle avait fini de jouer la femme silencieuse. Je venais de lui rappeler avec qui elle s'était mariée. Puis, ce vendredi soir, c'est arrivé. Quelqu'un a rayé ma voiture. Des rayures profondes et laides le long du côté conducteur. Sur chaque panneau. Ma première supposition était Travis, mais il ne le ferait pas lui-même. Il demanderait à quelqu'un d'autre. Probablement l'un de ses amis idiots qui pensent encore que la loyauté signifie le vandalisme. J'ai déposé une plainte à la police et j'ai joint tout. Les menaces de Travis, la chronologie, les textos. Je ne voulais même pas que quelqu'un soit arrêté. Je voulais juste un enregistrement. Puis j'ai reçu l'appel. Mon père encore. Tu es en train de ruiner cette famille. Je n'ai pas répondu. Tu ne recevras plus un centime de moi. J'ai eu envie de rire. Il ne m'avait pas donné un sou depuis que j'avais 17 ans. Alors, j'ai fini par le dire, c'est très bien, parce qu'à partir de maintenant, vous n'en recevrez plus un seul de moi non plus. Il s'est arrêté comme s'il ne comprenait pas. Alors, j'ai expliqué l'argent pour la réparation de la voiture que j'avais payée l'année dernière. Les 3 mois d'épicerie quand maman était malade. Les 2200 $ que je lui ai donnés sans attendre de retour. Parti. Oublié. Eh bien, maintenant je me suis souvenu. Et ça allait rester dans ma mémoire. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Mais il me restait un dernier coup à jouer. Une chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai commencé à rassembler chaque reçu, chaque virement, chaque email et message où il demandait de l'aide. Tout allait dans un dossier parce que s'ils voulaient jouer sale, ils allaient voir jusqu'où je pouvais aller. Je ne prévoyais pas de tout brûler, pas tout de suite. Je voulais qu'ils se tortillent, pas qu'ils explosent. Je voulais que le silence entre nous s'étire long et aigu, comme un fil sous tension. Mais ils ont refait le premier pas. Ils voulaient que ce soit brûlé. Très bien. Lundi matin, j'avais tout rassemblé. Relevé bancaire, relevé PayPal, virement Venmo, texto, email, même quelques vieux messages vocaux. J'ai organisé chaque centime que je leur avais envoyé en catégorie, service public, urgence, couverture de loyer, cadeau d'anniversaire, prêt temporaire qui n'était jamais temporaire,
et ceux où j'étais assez stupide pour dire ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai créé un dossier intitulé Dettes impayées, famille. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Le simple fait de le construire me procurait un étrange calme. C'était comme voir le registre de mes patients. Puis, cet après-midi-là, j'ai été appelé dans le bureau de mon supérieur. Les RH attendaient. Ils avaient reçu une plainte officielle, anonyme, mais très précise. Elle m'accusait de cyberharcèlement, d'inconduite personnelle et de manipulation numérique de médias privés dans le but de causer un préjudice émotionnel. Ils ont utilisé des mots comme préoccupant, sensible et risque pour la réputation. Je n'avais pas besoin de demander d'où cela venait. Il était clair qu'ils n'en avaient pas fini avec moi. Il ne s'agissait plus d'une vidéo. Ils essayaient de tout prendre. Le travail, la crédibilité, l'avenir, la seule chose que j'avais construite sans demander d'aide à personne dans cette famille. J'ai été mis en congé, en attendant un examen. Alors, j'ai intensifié. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai rédigé un email. J'ai joint un document intitulé Récapitulatif des prêts et du soutien financier non remboursés. Il était détaillé, précis et comprenait des captures d'écran avec des horodatage. Je l'ai envoyé à mon père. J'ai mis ma mère en copie conforme, mon avocat en copie cachée, ce n'était plus seulement une menace. J'avais prévu une consultation pour vendredi matin. L'objet était simple, avis d'action financière en cours. Exactement 23 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Pas de bonjour. Pas de souffle. Juste, tu ne ferais pas ça. Tu ne poursuivrais pas ton propre père. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé remplir le silence avec toutes les choses auxquelles je m'attendais, à quel point cela blessait la famille, à quel point je réagissais de manière excessive, à quel point j'étais égoïste. Puis elle a dit quelque chose que je n'avais pas entendu d'elle depuis longtemps. Très bien. Fais ce que tu as à faire. Sache juste que c'est fini entre nous. J'ai mis fin à l'appel sans dire un mot. Je pensais que ce serait la fin pour la nuit. J'avais tort. Vers 22h40, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je rêvais. Émilie. Elle se tenait là avec une petite clé USB noire. Pas de sac, pas d'expression, pas de mots, juste la clé. Elle me l'a tendue. Je n'essaie pas de faire traîner ça, mais j'ai trouvé ça dans le bureau de Trévis, caché sous de faux dossiers fiscaux. Je pense qu'il devrait entendre ce qu'il y a dessus. Et puis elle est partie. Je suis resté assis là pendant 1 heure avant de la brancher. Il y avait plusieurs fichiers audio datés de l'année dernière. Il m'a fallu 1 minute pour comprendre ce qu'ils étaient, des enregistrements secrets, des mémos vocaux. Trévis enregistrait secrètement des conversations avec mes parents. La plupart étaient des ordures, des disputes, des commérages, des bêtises. Mais un clip m'a glacé le sang. La voix de ma mère, ce n'est pas de la famille. C'est un portefeuille avec un visage. Trévis a ri. Il dit non une fois, et soudain il pense qu'on lui doit quelque chose. Puis mon père a ajouté. Ne t'inquiète pas, laisse-le bouder. Il reviendra à 4 pattes comme toujours. Il n'a personne d'autre. Je suis resté assis dans ma cuisine à écouter cette boucle 3 fois. Puis j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau, preuve à usage légal. Parce qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de les couper d'une manière dont ils ne pourraient jamais se remettre. Vendredi matin, je suis entré dans le bureau de l'avocat avec une clé USB dans ma poche et le calme de quelqu'un qui avait cessé de se soucier des conséquences. Je n'étais pas là pour donner des coups de poing. J'étais là pour tracer une ligne. La consultation n'a pas duré longtemps. Je lui ai montré le dossier, les virements, les enregistrements vocaux. Sa réaction était exactement celle à laquelle je m'attendais. Vous avez suffisamment d'éléments ici pour déposer une plainte au civil. Facilement. Il m'a demandé si je voulais les poursuivre tous ou seulement mon père. J'ai dit que je commencerais par mon père. Les $2200 étaient plus que suffisants pour que ce soit réel. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de donner le ton. J'ai envoyé une lettre formelle ce soir-là, avis d'intention légale, par courrier recommandé. Elle arriverait dans leur boîte aux lettres lundi matin. J'imaginais qu'ils appelleraient ou se présenteraient ou au moins hurleraient dans ma messagerie vocale à nouveau. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce silence était plus fort que tout ce qu'ils avaient dit auparavant. Puis dimanche soir,
la fracture finale est survenue. L'ami de Travis, Jérémy, le même gars qui avait l'habitude de traîner partout et de poster des photos odieuses de leur équipe, m'a envoyé un message. Juste un lien, pas de message. J'ai cliqué dessus. Story Instagram privée, enregistrée à l'écran. Elle montrait Travis faisant les 100 pas devant un bar, criant dans son téléphone, ivre. L'audio était nul, mais on pouvait encore entendre des bribes. Elle m'a laissé à cause de ce frère lâche. Il a ruiné ma vie. Je vais mettre fin à son travail. Je le jure devant Dieu. Il ne s'agissait même plus d'Emily. Il ne s'agissait plus de moi, de la vidéo ou de la fête. Il s'agissait de contrôle. Et Travis ne l'avait plus. Ça l'a effrayé. Lundi après-midi, mon père m'a envoyé un texto à nouveau, « Tu as fait valoir ton point. Abandonne. » Je n'ai pas répondu. Puis il a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis un deuxième texto, « Nous irons au tribunal si c'est ce que tu veux. » J'ai répondu avec une capture d'écran du reçu de courrier recommandé et rien d'autre. Ce soir-là, Travis m'a appelé. J'ai laissé sonner. Puis il a envoyé un message vocal, 30 secondes de jurons et de menaces. À la fin, il a dit quelque chose qui a glacé mes mains, « Tu penses avoir gagné? Tu penses que c'est fini? » Alors, j'ai pris la clé USB, les impressions, la chronologie et j'ai déposé la plainte officielle. Petite créance, propre, directe, documentée. Une semaine plus tard, ils ont été assignés. C'était la dernière fois que quelqu'un de ma famille me parlait. Pas de texto, pas de messages vocaux, pas de courriel bizarre, pas de menaces, juste le silence, comme le dernier souffle après un cri. Je suis entré dans mon appartement ce soir-là et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi. Cela fait un peu plus de 5 mois depuis l'audience au tribunal. Assez longtemps pour que la poussière retombe, mais pas assez longtemps pour que l'air soit pur. J'ai gagné. Techniquement, le juge a statué en ma faveur. Mon père a été condamné à rembourser les $2200. Il ne l'a jamais fait. Pas une odeur. Mais ce n'était jamais vraiment le but. Le but était de tracer une ligne, de faire comprendre que je n'étais plus leur plan de secours, plus leur parrain silencieux, plus leur filet de sécurité. Je voulais qu'ils sachent que j'avais fini de jouer mon rôle dans leur histoire. Le procès a fait les manchettes, du moins au sein de la famille. Une cousine m'a envoyé un texto après la décision et a dit « Je n'arrive pas à croire que tu l'as vraiment fait. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai presque plus rien entendu depuis. Emily a finalisé le divorce il y a 2 mois. Rupture nette. Elle a déménagé au Colorado pour vivre avec sa sœur, a trouvé un emploi dans un organisme à but non lucratif. Elle m'a envoyé un dernier email, juste un remerciement calme et mesuré. Elle a dit que si je n'avais pas envoyé cette vidéo, elle serait probablement encore coincée à essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais voulu être réparé. Je lui ai dit qu'elle ne me devait rien, mais j'étais content qu'elle s'en soit sortie. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Je n'ai pas vu ni entendu mes parents depuis le jour où les documents du tribunal ont été livrés. Pas d'appel, pas d'excuses, pas de fausses tentatives de réconciliation. Ma mère m'a supprimé de son Facebook sans un mot. Mon père n'a jamais répondu au suivi de l'avocat. Ils ont disparu, comme si je n'avais jamais existé pour eux en premier lieu. De temps en temps, je reçois encore des nouvelles de Travis. Pas directement, juste par l'intermédiaire d'amis communs ou de tags aléatoires auxquels je suis encore connecté. Il est seul maintenant, boit plus, sans emploi d'après les dernières nouvelles. Sa petite amie est partie. Il vit à nouveau au sous-sol, faisant semblant que tout va bien, disant toujours aux gens que j'ai ruiné son mariage avec une vieille vidéo. Je ne prends même plus la peine de me défendre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé ce cadeau d'anniversaire, le maillot signé que j'ai laissé sur le comptoir de la cuisine ce soir-là. Quelqu'un l'avait fourré dans un sac en plastique et l'avait laissé sur le pas de ma porte. Pas de mots, pas de message, juste un retour silencieux, comme si cela ne s'était jamais produit. J'ai failli rire. Il ne pouvait pas le jeter, ne pouvait pas le brûler, mais il n'en voulait pas non plus. C'était trop réel, trop de rappels. Alors, je l'ai pris à l'intérieur et je l'ai mis dans un tiroir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Peut-être parce que c'est la dernière chose que je leur donnerai jamais. Maintenant, nous ne nous parlons pas. Nous ne nous voyons pas. Pas d'anniversaire, pas de vacances, rien.
Et c'est étrange parce que je pensais que ça ferait plus mal. Je pensais qu'il me manquerait, mais non. Pas vraiment. L'idée de ce que la famille était censée être me manque, pas ce que la mienne était réellement. Nous sommes comme des navires en mer maintenant. Dérivants, pas perdus, juste séparés. Pas de lumière, pas de contact, pas de route qui nous ramènera un jour. Et j'ai fait la paix avec ça. Parce que parfois, couper les ponts n'est pas cruel. C'est une question de survie. Cela fait presque 1 an maintenant. La vie est calme. Ce genre de calme dont on ne réalise qu'on a besoin qu'après l'avoir enfin obtenu. J'ai déménagé le mois dernier. Ville différente, endroit plus petit, moins de désordre. Je n'ai rien dit à personne de l'ancienne vie. J'ai changé de numéro, je n'ai pas laissé d'adresse de réexpédition, juste déconnecté proprement. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un message par l'intermédiaire de mon email professionnel d'un nom que je n'ai pas reconnu tout de suite. Linda P. J'ai failli le supprimer comme spam jusqu'à ce que je lise la première ligne. Je pense que vous devriez savoir que votre père est à l'hôpital. Il venait de quelqu'un du petit centre communautaire où il était occasionnellement bénévole, du moins quand il voulait que les gens pensent qu'il faisait quelque chose d'utile. Le message disait qu'il s'était effondré. Une sorte d'accident vasculaire cérébral. Stable maintenant, mais ça avait l'air grave. J'ai regardé l'email pendant près d'1 heure. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai continué ma journée. 3 jours plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il demande si tu viens le voir. Ta mère est assise à ses côtés. Ils disent qu'il pourrait ne pas se réveiller. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de l'amertume. Je ne ressentais pas de haine. Je me sentais juste fini. L'histoire était déjà terminée pour moi. Ils ont tourné la page il y a longtemps, et j'avais déjà refermé le livre. Puis, la semaine dernière, est arrivé le dernier tournant inattendu. Une lettre, du vrai papier, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un chèque. 2200 $. Pas de note, juste ça. Je me suis assis et j'ai ri. Un de ces rires creux et confus que vous ne pouvez pas expliquer. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai juste regardé pendant un moment, puis je l'ai mis dans un tiroir juste à côté de ce stupide maillot. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Mon père, ma mère, quelqu'un qui essayait de nouer un fil avant la fin. Mais ça n'a rien changé. Parce que la vérité, c'est que la clôture ne vient pas des personnes qui vous ont blessé en finissant par faire les choses correctement. Elle vient quand vous cessez de les attendre. Je ne sais pas si mon père est toujours dans ce lit d'hôpital. Je n'ai pas vérifié. Peut-être qu'il est réveillé. Peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il le regrette. Ou peut-être qu'il est toujours convaincu que j'étais le méchant. Ça n'a plus d'importance. Ce que j'ai appris, c'est que parfois les choses les plus douloureuses sont celles qui ne se résolvent jamais. Elles s'estompent lentement, silencieusement jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous n'y avez pas pensé depuis des semaines. C'est ce qui nous est arrivé. Nous n'avons pas explosé. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Nous avons juste dérivé, comme des navires dans l'obscurité. Et je n'ai plus jamais allumé ma lumière.